Nous venons d'appliquer l'algorithme de Dijkstra sur un premier exemple de graphe ici et nous allons à présent décrire précisément cet algorithme. Je vais commencer par exposer les notations dont j'aurai besoin. Donc, étant donné un graphe dont on connaît les sommets et les arcs, je vais appeler poids la fonction de pondération. Rappelez-vous qu'on suppose que c'est une fonction à valeur positive pour que l'algorithme fonctionne. Je choisirai d'appeler S le sommet d'origine et puis pour chacun des sommets U, on notera delta de U, la longueur d'un plus court chemin qui relie l'origine à U. On conviendra que cette distance, la longueur d'un plus court chemin, c'est l'infini lorsqu'il n'y a aucun chemin qui relie S à U. L'objectif de l'algorithme est de trouver pour chacun des sommets la valeur de cette plus courte distance et puis un des plus courts chemins de S à U dans le graphe. On notera successeur de U l'ensemble de tous les successeurs de U dans le graphe, c'est-à-dire l'ensemble des sommets tel qu'il existe un arc qui relie U à V. Et puis, au fur et à mesure que l'algorithme sera déroulé, il y a un certain nombre de notions dont la valeur va changer au cours de l'algorithme. Pour un sommet U, on va appeler P de U la plus petite distance provisoire de S à U et précédent de U, le sommet qui précède U sur le plus court chemin provisoire de S à U. Donc au cours du déroulement de l'algorithme, ces deux quantités pour un même sommet U sont amenées à évoluer. La P de U, la plus courte distance provisoire, va diminuer à chaque étape de l'algorithme ou rester constante enfin. Et puis précédent de U, lui, va évoluer chaque fois qu'on trouvera un chemin encore plus court qui relie S à U dans le graphe. On notera S connu l'ensemble des sommets qui sont déjà traités, c'est-à-dire pour lesquels on a déjà trouvé un plus court chemin de S à U. Et donc pour ces chemins-là, la plus courte, la longueur du plus court chemin, c'était la dernière valeur de P de U remplie dans le tableau. Et on notera S inconnu, son complémentaire, c'est-à-dire l'ensemble des points pour lesquels le plus court chemin n'est pas encore connu. Rappelons le principe de l'algorithme. Il y avait une toute première étape à réaliser, c'était les initialisations des ensembles dont nous venons de parler. Au départ, S connu se résume à l'origine S de tous les chemins que l'on va considérer et la plus petite distance de S à S, évidemment, c'est 0. Et puis, S inconnu, c'est l'ensemble de tous les sommets privés de S. Pour tout sommet U qui est un successeur de S sauf S, on pose P de U égale au poids de S à U. Et puis on pose précédent de U, c'est l'origine S. Pour tous les autres sommets qui ne sont pas S et qui ne sont pas des successeurs de S, on pose que P de U c'est plus l'infini et que le précédent de U on ne le connaît pas. Tant que S inconnu contient des sommets tels que P de W n'est pas infini. C'est-à-dire tant qu'il y a des sommets qui ont été atteints une première fois depuis l'origine S, mais qui n'ont pas encore été traités. Et bien parmi tous ces sommets, on choisit l'un de ceux dont la distance provisoire P de U est la plus petite. Alors il peut n'y en avoir qu'un, il peut y en avoir plusieurs. S'il y en a plusieurs, on choisit l'un d'entre eux au hasard. Pour ce sommet U, donc de plus petite distance provisoire à S, on considère chacun de ses successeurs dont on ne connaît pas déjà le plus petit chemin à l'origine. Donc on les appelle, disons qu'on les appelle V. Ce sont des successeurs de U qui ne sont pas dans S connu. Et puis on considère la valeur de P de U plus poids de U et V. Alors qu'est-ce que ça représente? Ça représente la longueur du chemin qui passe par U, en partant de S par le plus court chemin de S à U, plus l'arc qui relie U et V. Et si cette longueur-là est plus petite que la longueur présumée plus petite enregistrée pour V, eh bien, on considère que le nouveau P de V, c'est cette distance de plus court chemin qui va maintenant passer par U pour ce point V-là.
Par rapport au chemin qu'on avait précédemment enregistré par V et qui était supposé être le plus petit, en tout cas provisoirement issu de S, eh bien ça veut dire qu'on vient de trouver un raccourci en passant par U. On souhaite donc conserver comme plus petit chemin pour aller de l'origine à V ce chemin, ce nouveau chemin qui passe par U. Et donc on enregistre aussi que U devient le point précédent de V sur un plus petit chemin qui mène de S à V. Rappelons qu'on a fait cette opération pour chacun des successeurs V de U pour lesquels on ne connaît pas déjà définitivement le plus court chemin de S à V. Voici donc l'algorithme de Dijkstra sur le graphe et puis étant donné une origine S que l'on a choisie. Première étape, P de S c'est 0 et S connu est limité à S tout seul, tandis que S inconnu c'est l'ensemble des sommets privés de l'origine S. Pour chacun des sommets de S inconnu, on considère que P de U c'est plus l'infini et que le précédent de U on ne le connaît pas. Puis pour chacun des sommets parmi les successeurs de S qui ne sont pas S, P de U finalement c'est le poids de S à U et puis précédent de U c'est S. Voilà l'initialisation terminée. On entre à présent dans la boucle. Tant qu'il existe dans S inconnu un point tel que P de U est un nombre réel, c'est-à-dire un point qui est atteint par un chemin depuis S, on choisit un des points U tel que P de U soit minimal. Pour chacun de ces successeurs dont on ne connaît pas déjà définitivement le plus court chemin, si P de U plus poids de U à V est strictement plus petit que P de V, ça veut dire qu'on a trouvé un plus court chemin pour aller de S à V, c'est celui qui passe par U. Eh bien, on dit que P de V devient cette plus petite valeur et que le précédent de V, finalement, c'était U. Sinon, on ne change rien. Une fois que les passages pour tous les successeurs sont terminés, eh bien, U rejoint l'ensemble des points pour lesquels on connaît le plus court chemin depuis S et on l'enlève de l'ensemble des points pour lesquels ce chemin n'est pas connu. On procède ainsi tant qu'il y aura dans l'ensemble des points de plus court chemin inconnus des points que l'on aura su joindre à partir de S. Une fois l'algorithme terminé, eh bien l'ensemble S inconnu est ou bien vide ou bien ne contient que des points tels que P de U est infini, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas joignables depuis l'origine dans le graphe, et tandis que S connu, lui, ne contient que des sommets pour lesquels on connaît le plus court chemin depuis S, et donc on va lire dans S connu les résultats qui nous intéressent. Alors la boucle termine puisque à chaque passage dans la boucle, l'ensemble R1S inconnu perd un élément tel que P de U est réel, positif. Et donc il finit par être vide ou bien par ne contenir que des éléments qu'on ne peut pas atteindre depuis l'origine. Tant et si bien que la condition d'entrée dans la boucle finit par être fausse. On va commencer ensuite une preuve de l'algorithme. Alors la preuve va se faire avec l'invariant suivant, qu'on appellera I, et qui dit la chose suivante. Pour tout sommet dans S connu, P de U est égal à delta de U. Autrement dit, la longueur du plus court chemin provisoire est égale à la longueur d'un plus court chemin qui va de S à U. Il faut donc qu'on démontre que cet invariant est validé aux positions 1, 2, 3 et 4, ce qu'on va s'appliquer à faire. Donc, premièrement, au tout début, à cet instant-là, S connu se résume à l'origine S pour laquelle P de S est nul. Et donc l'invariant est bien validé à cette étape. À l'étape 2, il est validé également, puisqu'il ne s'est rien passé entre les deux, si ce n'est qu'on est entré dans la boucle, ce qui signifie que la condition pour entrer dans la boucle est validée.
ce qui assure l'existence d'un U tel que P de U soit minimal et réel. L'étape 2 est donc prouvée. Prouvons à présent que l'invariant est toujours réalisé quand on arrive ici en position numéro 3. Alors considérons un U dont il est question ici, qui soit dans S inconnu, et puis tel que P de U soit un nombre réel minimal parmi tous les V de S inconnu, tel que P de V est un nombre réel. Notre objectif, c'est de prouver que P de U est égal à delta de U, c'est-à-dire à la longueur d'un plus petit chemin qui relie S à U. Alors P de U n'est pas égal à plus l'infini, ça signifie qu'il existe un chemin qui relie S à U. On va considérer parmi tous ces chemins celui qui est de longueur, enfin l'un de ceux qui est de longueur la plus petite. On va l'appeler CH. Donc c'est l'un des plus courts chemins de S à U. S, l'origine est dans S connu depuis le début. S connu ne fait qu'augmenter, donc il y est resté. Et puis par hypothèse sur U, U ne fait pas partie de S connu. Et notre chemin relie S, qui est dans S connu, à U, qui est dans S inconnu, qui n'est pas dans S connu. Et donc, ça veut dire qu'il existe un premier Y sur ce chemin qui n'est pas dans S connu. Tous les sommets précédents sur le plus court chemin, précédant Y, sont dans S connu. Y, c'est le premier qui n'est pas dans S connu. Et puis, le tout dernier, c'est U. Éventuellement, on peut imaginer que ce chemin-là retourne dans S connu et puis en ressort pour aboutir à U finalement. On montrera que ce n'est pas le cas. On va même démontrer mieux que ça. On va montrer que U et Y ne font qu'un. Pour ce Y-là, qui est donc le premier sommet du chemin, du plus court chemin qui relie S à U, qui ne soit pas dans S connu, ce Y a un précédent qui donc est dans S connu. Ce qui fait que nous sommes en train de décomposer un plus court chemin qui relie S à U de la façon suivante. Chemin 1 qui relie S à X, chemin 2 qui relie Y à U, et puis l'arc Y, X, Y. On remarque que chemin 1 est sans arc, ça signifie que S est égal à X. C'est tout à fait possible. Chemin 2 est sans arc lorsque Y et U sont confondus. C'est notre objectif, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut montrer que Y et U sont confondus. Alors, Y est un successeur de X, X qui fait partie de S connu. On se souvient ce que l'on fait pour faire partie de S connu. D'abord, on était un U tel que P de U est minimal, et puis ensuite, pour tous les successeurs, on comparait P de U plus le poids de U à V. S'il était plus petit que la longueur précédemment enregistrée, on mettait à jour, et puis pour finir, on faisait partie de S connu, on était enlevé de S inconnu. X fait partie de S connu, ce qui signifie que pour ce X-là, eh bien, P de X est égal à delta de X, et que P de Y est plus petit que delta de X plus le poids de X à Y. C'est cette propriété-là qui nous le dit pour Y en tant que successeur de X, qui est dans S inconnu. Mais delta de U, c'est la longueur d'un plus court chemin de S à U, autrement dit, c'est la longueur de notre chemin CH. Et donc, delta de U, c'est delta de X, la longueur du chemin de S à X, ici la plus courte que l'on avait enregistrée, plus le poids de X à Y, plus la longueur du chemin 2. Mais delta de U est plus petit que P de U, puisque delta de U, c'est la longueur du plus petit chemin qui va de S à U, et P de U, c'est la longueur d'un chemin, le plus court pour l'instant, qui allait de S à U. Et on sait que P de U est plus petit que P de Y, parce que Y est dans S inconnu. Et comment est-ce qu'on a choisi U? Rappelons-nous, on a choisi U parmi tous les points de S inconnu. Eh bien, c'est celui dont le P est le plus petit possible. Donc P de U est bien plus petit que P de Y. Ce qui fait que delta de U est plus petit que P de Y,
C'est-à-dire que tout ceci est plus petit que P de Y, puis P de Y qui était lui-même plus petit que ce morceau-là. Ce qui signifie que la longueur du chemin numéro 2 ne peut être que nulle. Nous venons de prouver que Y, en réalité, c'est U. C'est-à-dire que le long d'un plus court chemin qui mène de S à U, eh bien pour l'instant, à part U, on connaît très bien le plus court chemin qui mène à chacun de ces points, notamment au prédécesseur de U qui s'appelait X ici. Nous venons de prouver que Y c'est U, ce qui signifie que U est un successeur de X. Et X fait partie de S connu. Alors rappelons-nous ce que nous faisions juste avant de faire partie de S connu à nos successeurs. Eh bien, on était certain que P de U était plus petit que delta de X, qui en fait est D de X, plus poids de X et U à cet instant. Or, notre chemin CH est le plus court chemin de S à U, donc delta de U, c'est la longueur de CH, c'est-à-dire delta de X, la longueur du plus court chemin de S à X, plus le poids de X à U. Et donc on en déduit que P de U est plus petit que delta de X plus poids de X à U, qui est lui-même plus petit que delta de U. En fait, ils sont égaux. Et ça veut dire que P de U est plus petit que delta de U. Mais par ailleurs, P de U, c'était l'une des longueurs des chemins de S à U. Si elle est plus petite que la plus petite de toutes les longueurs, c'est qu'elle est égale. On vient de démontrer que P de U, c'était bien delta de U. Et ce, pour tout point U qui est dans S inconnu, tel que P de U soit minimal. On démontre que ce U qu'on va rentrer dans S inconnu satisfait bien la propriété voulue pour satisfaire notre invariant, et donc notre invariant est toujours validé à cette étape numéro 3, puisque le point qu'on vient de lui rajouter satisfait la condition requise ici. Puisqu'il ne s'est rien passé entre le 3 et le 4, hormis la sortie de boucle, eh bien 4 est validé également, l'invariant est satisfait à cette étape 4. On va en profiter pour démontrer que l'algorithme réalise exactement ce que l'on souhaite. Au moment où l'on est sorti de la boucle, donc à l'étape numéro 4, eh bien on sait que pour tout U dans S connu, P de U est égal à delta de U, longueur du plus court chemin de S à U, et que S inconnu est soit vide, soit ne contient que des points qui ne sont jamais atteints depuis S, c'est-à-dire tel que P de U est infini. Et donc, un plus court chemin d'origine S vers tout autre sommet a été trouvé, à supposer qu'il existe un chemin de S vers ce sommet en question. Et on a bien compris sur l'exemple précédemment traité qu'en remontant la chaîne des précédents qu'on a stockés au fur et à mesure du passage dans la boucle, on reconstruit le chemin le plus court que l'on a enregistré en faisant l'algorithme. Et ça termine la preuve de l'algorithme de Dijkstra. Nous allons poursuivre à présent avec un second exemple.